Chers amis de la Fédération internationale de l'école moderne, chers amis, chers camarades, chers militants, j'aurais été vraiment extrêmement heureux de pouvoir être avec vous, participer à votre rencontre si essentielle actuellement. Oui, elle est essentielle parce qu'il est important que de tous les continents, les militantes et les militants de la pédagogie freinée se retrouvent après une période de crise sanitaire particulièrement difficile liée au Covid, se retrouvent à un moment d'incertitude où le monde est bouleversé par toute une série de crises. Crise politique, crise économique, crise sociale, qui viennent s'ajouter à cette crise sanitaire qui a durement éprouvé les professeurs et leurs élèves. Alors ce que nous vivons, cette situation de crise, a des conséquences très fortes sur notre métier, sur notre travail, sur notre engagement individuel et collectif. La crise sanitaire, en effet, et nous voyons que cela continue aujourd'hui, a accru les inégalités scolaires que nous connaissions, mais qui ont encore augmenté en raison, vous le savez, de la difficulté pour un certain nombre d'élèves de se connecter avec les technologies numériques, mais aussi de la difficulté pour un certain nombre d'enfants de par le monde et dans tous les pays pour participer à distance et en l'absence du maître à travers l'écran à une expérience scolaire qui nécessite des compétences qui ne peuvent s'acquérir qu'en classe. Inégalité, mais aussi fragilité. Cette crise sanitaire, les crises que nous vivons, font que nos enfants sont plus fragiles que jamais. Déjà, il y a près d'un siècle, le grand pédagogue et psychologue Henri Wallon notait que la fragilité psychique rendait très difficile les acquisitions cognitives. En effet, expliquait-il, les acquisitions cognitives requièrent une déstabilisation de l'individu, parce que toute acquisition cognitive change les représentations, modifie le rapport au savoir et au monde. Et pour cela, il faut avoir une forme d'assise psychique, psychologique suffisante. On n'ajoute pas une déstabilisation cognitive sur une déstabilisation psychique. Or, beaucoup de nos élèves ont été déstabilisés psychiquement et nous avons besoin de mobiliser les techniques freinées, toutes les techniques freinées, pour leur donner la possibilité de se confronter à des apprentissages qui les rassurent, qui les impliquent, qui les restabilisent et qui leur donnent la possibilité réellement de s'engager et de devenir autonomes. Oui, nous avons découvert que nos élèves étaient plus fragiles que jamais, que les inégalités entre eux étaient plus grandes que jamais, et nous ne pouvons pas renoncer à militer à la fois contre les inégalités et toutes les formes d'inégalités, en promouvant une école authentiquement populaire, et contre toutes les formes de fragilité, en promouvant une pédagogie qui permette à chaque être humain de se construire à la fois librement, sereinement et solidement. Eh bien, c'est cela, je crois, que représente la pédagogie freinée aujourd'hui. Face à ces crises, face à ces inégalités, face à ces fragilités, nous avons besoin de réponses politiques à la hauteur des enjeux, de réponses économiques aussi en termes d'investissement dans les systèmes éducatifs, de réponses sociales en termes de mobilisation citoyenne en faveur de l'école. Mais nous avons aussi besoin de réponses pédagogiques, et vous êtes là, ensemble, à la FINEM, pour élaborer ces réponses pédagogiques. Ces réponses pédagogiques, elles renvoient à deux enjeux majeurs qui sont au cœur de la pédagogie freinée. Le premier est celui de l'émancipation, le second celui de la coopération. Alors permettez-moi, chers amis, chers camarades, de revenir de quelques mots sur ces deux mots, l'émancipation
et la coopération. L'émancipation d'abord. Le philosophe Kant, à qui l'on demandait « Qu'est-ce que les Lumières ?», répondait d'une formule latine, sapere aude, qui signifie « ose penser par toi-même ». Ose te libérer de toutes les formes d'assujettissement. Ose résister à tous ceux et toutes celles qui veulent penser à ta place, te dicter ce que tu dois penser, ce que tu dois devenir. Émancipe-toi, sors de de toutes les influences, de toutes les manipulations, de toutes les déterminations qui t'empêchent d'être toi-même et de devenir un sujet libre. Alors oui, l'émancipation, elle est plus nécessaire, plus essentielle que jamais aujourd'hui. Être émancipé, c'est penser par soi-même, c'est ne pas être assujetti, mais aussi, et c'est très important pour nous, éducatrices et éducateurs, c'est ne pas être enfermé. Or, ce que je repère en France, mais aussi un peu à travers le monde, grâce au contact que j'entretiens avec les militantes et les militants pédagogiques, c'est la montée de toute une série de formes d'enfermement. Alors je pense aux enfermements physiques, bien sûr, aux gens que l'on enferme, que l'on ségrègue, que l'on isole, aux gens que l'on met dans des ghettos. Mais je pense aussi à toutes les formes d'enfermement liées à l'essentialisation. Cette essentialisation qui dicte ce que devra être un individu à partir d'une photographie qui est prise de lui à un moment donné. Rien ne me semble plus dangereux pour les éducatrices et les éducateurs que l'essentialisation. Réduire un être à ses origines, réduire un être à son physique, réduire un être à son vêtement, réduire un être à sa nationalité, réduire un être à son statut de réfugié ou de non-réfugié, réduire un être à ses symptômes. On va dire, cet élève, le petit Jules ou le petit Mohamed ou la petite Sarah est dyslexique. Oui, certainement, il est peut-être dyslexique, mais il n'est pas réductible à sa dyslexie. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, nous autres, les pédagogues freinés, c'est de découvrir que si Jules a peut-être des symptômes de dyslexie, il est aussi passionné par les mangas et par les dinosaures et que nous allons l'aider à se mobiliser par là. Et que parce qu'il se mobilisera sur ce qui le passionne, eh bien, il aura des atouts pour surmonter sa dyslexie. Oui, il nous faut sortir de toutes les catégorisations, de toutes les essentialisations, de toutes les classifications qui mettent une étiquette définitive sur nos élèves et qui les empêchent précisément de s'émanciper, de se dépasser. Se dépasser. Se dépasser parce que chaque être a été conditionné, bien sûr. Chaque être est fait et fabriqué par son environnement, par son héritage, par ce qu'il reçoit dans sa petite enfance. Mais la question que pose la pédagogie, la question du maître émancipateur, c'est qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec ce qui t'a fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas décider de devenir avec ce qui t'a fait? Et le maître, la part du maître, la belle part du maître dont parle Célestin Freinet, c'est celle qui aide l'enfant à décider lui-même de ce qu'il va devenir, de ce qu'il va faire avec ce qu'il a fait. Oui, l'émancipation est essentielle, mais on ne s'émancipe pas tout seul. C'est la raison pour laquelle la coopération est un corollaire nécessaire et indispensable à l'émancipation. On ne s'émancipe pas seul, et nous autres, militantes et militants de la pédagogie populaire, nous savons que il n'est pas possible de concevoir l'émancipation en imaginant simplement celle-ci sur le modèle libéral qui croit que une pédagogie émancipatrice est une pédagogie qui permet à quelques dominés de devenir des dominants. Non. Une pédagogie émancipatrice est une pédagogie qui éradique les rapports de domination, qui s'attaque à tous les rapports de domination et qui, pour cela, construit des situations de coopération authentique, pas une coopération
où on se répartit le travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Non, une coopération authentique où la réussite de chacun est nécessaire à la réussite de tous et où la réussite de tous contribue à la réussite de chacun. Les techniques freinées nous apportent sur cette question de la coopération des éléments absolument fondamentaux et nous avons besoin de promouvoir la coopération parce que la coopération, c'est pour nous autres, pédagogues, la manière la plus belle, la plus heureuse et la plus efficace de faire de notre pédagogie une pédagogie de la solidarité. De la solidarité. La solidarité dont le monde a besoin plus que jamais. C'est vrai, nous avons découvert à l'occasion de la pandémie que nous étions solidaires, que rien qui se passait à un bout de la planète ne pouvait être ignoré à l'autre bout de la planète. Nous sommes solidaires, et avant d'être une valeur, la solidarité est un fait. Mais nous sommes libres d'activer ces solidarités, de faire en sorte que nous fassions le meilleur avec ces solidarités, ou bien au contraire, de nous replier sur l'individualisme, de nous replier sur le communautarisme, de nous replier sur l'identitarisme, de nous replier sur tout ce qui nous coupe des autres, alors que la solidarité, au contraire, doit nous ouvrir aux autres, au souci de l'altérité. Non pas en niant que nous avons ensemble l'humaine condition, mais parce que la pédagogie, et la pédagogie freinée en particulier, affirme simultanément que nous avons un droit irréductible à la différence. Nous sommes chacune et chacun différents l'un de l'autre, mais que nous avons aussi un droit irréductible à la ressemblance. Nous nous ressemblons fondamentalement les uns les autres. Nous sommes ensemble porteurs de cette humaine condition dont parlait Montaigne, de cette humaine condition qui nous rend fondamentalement égaux en dignité. Et cette égalité en dignité, c'est à nous, pédagogues, d'en faire une égalité de fait, de ne pas la laisser une égalité de droit hypothétique, mais d'en faire une égalité de fait. Et c'est ainsi que par la pédagogie populaire, nous contribuerons à notre place à transformer la société. Alors mes amis, oui, j'aurais aimé être à la FINEM avec vous si j'avais pu en avoir les moyens. Je ne le peux pas et je le regrette d'autant plus que je suis convaincu qu'au plan national et surtout au plan international, la pédagogie freinée, l'éducation telle que Freinet la concevait, l'éducation et l'école moderne telle qu'il nous l'a enseignée, tout cela est plus important que jamais. C'est plus important que jamais pour contribuer à créer une société plus juste, où l'enfant aura toute sa place. Et je terminerai d'un mot, en vous disant à quel point je souhaite que vous puissiez réfléchir au cours de votre regroupement sur cette question fondamentale des droits de l'enfant. Trop d'enfants sont malmenés, trop d'enfants sont abîmés, trop d'enfants sont écartés de l'éducation. Le droit fondamental de tous les enfants, c'est le droit à l'éducation. Et pas à n'importe quelle éducation. Parce que les pédagogues nous l'ont dit, Kortchak nous l'a dit, Freinet nous l'a dit, les pédagogues nous l'ont dit, un enfant est à la fois un être inachevé et un être complet. Inachevé. Parce que la caractéristique de l'espèce humaine, c'est que nous naissons prématurés. Nous naissons sans avoir stabilisé notre comportement dans nos gènes, contrairement à l'abeille qui, jusqu'à la prochaine mutation génétique, organisera sa vie conformément à ce qui est dans ses gènes sur un modèle qui est celui de la ruche royaliste d'aujourd'hui. Non, nos enfants naissent inachevés, ils naissent fragiles, ils naissent faibles, ils ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin que nous leur transmettions les savoirs, que nous leur transmettions ce qui leur sera nécessaire à la survie, leur survie personnelle, mais aussi la survie collective, ce qui leur sera nécessaire non seulement pour prolonger le monde, mais pour transformer le monde. Ils sont inachevés, ils ont besoin de nous,
bien sûr. Et je suis agacé personnellement aujourd'hui par le développement d'une pensée pédagogique qui laisserait entendre que l'enfant se développe tout seul, d'une manière spontanée, qu'il suffit de le mettre dans la nature, et que ma foi, sans pédagogie, il va se construire d'une façon absolument autonome et absolument solidaire, et qu'il va spontanément aller vers les savoirs. Non, nous savons qu'il n'en est rien. Freinet n'est pas un spontanéiste, Freinet est quelqu'un qui connaît la part essentielle de l'adulte dans le développement de l'enfant. L'enfant est inachevé, il a besoin de nous autres adultes. Mais, l'enfant est inachevé et complet. Et parce qu'il est complet, parce qu'il a déjà en lui toutes les possibilités de l'humaine condition, parce que, comme le disait Kortchak, les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins, l'enfant ne doit pas être manipulé, il doit être entendu comme une personne, pleinement, entièrement comme une personne. Il a besoin de nous parce qu'il est inachevé, mais nous avons besoin de l'entendre, nous avons besoin de son engagement, nous avons besoin de sa volonté, nous avons besoin de le connaître, nous avons besoin de l'encourager parce que cet enfant est déjà un être complet, et que l'éducation n'est pas le dressage. Nous ne fabriquons pas des êtres humains, nous accompagnons des sujets dont la liberté émerge peu à peu. Alors oui, mes amis, en cette période où l'enfance est malmenée, soyez attentifs aux droits de l'enfant. Soyez attentifs aux devoirs des adultes à l'égard des enfants, un devoir qui est à la fois un devoir de transmission, qui consiste à assurer pleinement notre part de l'éducation, et un devoir qui est aussi un devoir d'écoute, de respect, un devoir qui consiste à appuyer la dynamique de l'enfant, plutôt qu'à le contraindre, plutôt qu'à l'assujettir, plutôt qu'à le normaliser. Oui, mes amis, il y a aujourd'hui une tentation de confondre l'éducation et la normalisation. Et le numérique pourrait bien être un allié de cette tentation-là. Il nous faut résister. L'éducation n'est pas la normalisation. L'éducation, c'est l'émancipation et la coopération simultanément. Parce qu'il est un être inachevé, nous devons protéger l'enfant. Parce qu'il est un être complet, nous devons respecter l'enfant. Et la pédagogie Freinet tient les deux bouts. Elle tient les deux bouts, et c'est ça qui fait qu'elle est essentielle aujourd'hui. Elle nous offre ces techniques fondatrices qui nous permettent à la fois d'accompagner l'enfant et de le respecter. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire à quel point j'ai confiance en vous et nous avons besoin de vous. Nous, c'est-à-dire les chercheurs, mais nous, c'est-à-dire tous les enseignants qui aujourd'hui tâtonnent, tous les enseignants qui sont aujourd'hui découragés, mais aussi tous ceux et toutes celles qui ne veulent plus se diriger vers l'enseignement. Comme vous le savez, la plupart des pays occidentaux subissent aujourd'hui une crise de recrutement extrêmement importante. Cette crise de recrutement est liée bien sûr aux conditions salariales et au manque de reconnaissance des enseignants. Mais elle est liée aussi au manque de sens du métier. Le manque de sens, c'est le manque de perspective. Le manque du sentiment qu'on remplit une mission et que l'on n'est pas simplement au service d'une institution. On remplit une mission. Cette mission, vous le savez, Freinet nous a donné pour la remplir des outils essentiels que vous allez non pas figer, mais reprendre, réutiliser, revisiter pendant ces rencontres. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très beau et un très bon travail. Nous avons besoin de vous. Les enseignants du monde entier ont besoin de vous. Ils ont besoin de ce souffle extraordinaire que vous avez. Ils ont besoin de ce souffle pour susciter des vocations. Ils ont besoin de ce souffle
pour permettre à ceux et celles qui sont déjà en activité de réaliser ce magnifique métier qui consiste à accompagner des êtres vers la liberté, la solidarité, vers une société plus juste, grâce à une école authentiquement populaire. Merci et bon congrès.